Bonjour Marie-Lise Léon. Bonjour. Merci beaucoup. On est ravis de vous accueillir pour la première fois sur ce plateau. Vous êtes secrétaire générale de la CFDT. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Stéphane Vernet de Ouest France. Bonjour Stéphane. Bonjour, bonjour. On va parler de l'actualité, d'une autre actualité, puisque l'Assemblée entame aujourd'hui l'examen du budget de la sécurité sociale. Parmi les mesures possibles, la mise à contribution de l'Agirc-Arrco, c'est la caisse de retraite du privé, pour participer à l'équilibre du régime de retraite. Vous y êtes opposés, vous et les partenaires sociaux. Pour le moment, la mesure ne figure pas dans le texte. Est-ce que vous avez l'espoir que le gouvernement y renonce? Absolument, oui. Je pense qu'on a fait preuve de responsabilité, organisation syndicale et patronale. On a conclu un accord avec du plus pour les retraités, 13 millions de retraités qui bénéficient de la retraite complémentaire, une revalorisation à hauteur de 4,9% de la pension, la fin d'un malus, la question de la possibilité d'avoir du cumul emploi-retraite. Enfin voilà, ça fait partie ça faisait partie de la donne de départ de cette négociation. On a rempli, voilà. Mais ça veut dire que vous êtes sûr que le gouvernement ne reviendra pas sur cette mesure? Alors ça fait partie des inconnus. Voilà, donc on a eu le temps de discuter aussi avec le gouvernement après la conclusion de l'accord. Et donc on a expliqué aussi en quoi on était opposé à cette ponction. On attend la décision. Mais vous attendez. Qu'est-ce que vous faites parce que le gouvernement, par voie d'amendement, peut encore introduire cette ponction. Quelle sera votre réaction si c'est le cas? On réagira, on verra. Je pense que déjà, il faudra qu'on se coordonne entre signataires de l'accord, puisque ça fait l'objet des discussions pendant la négociation. Au global, on avait, nous, ouvert un peu la porte en disant, s'il doit y avoir soutien du régime complémentaire à la mesure, notamment pour les basses pensions du régime général, on est prêt à regarder. Le gouvernement a été intransigeant, n'a pas souhaité regarder le montant avec nous. Donc on en discutera entre signataires de quelle sera la meilleure, la meilleure position et la meilleure stratégie. Ça sera quand même un sacré contre-signal d'un gouvernement qui nous explique depuis le mois de juillet qu'ils changent de méthode, qu'ils veulent du dialogue avec les organisations syndicales et patronales et qui veulent que chacun prenne sa place et ses responsabilités. Je pense qu'on a pris notre place, on est en responsabilité avec cet accord. Donc ce serait quoi, un manque de respect pour vous? Ça serait juste du discours et là, l'illustration par les actes que l'on souhaite que le gouvernement ne pratique pas cette ponction dans le cadre du PLFSS. Mais Olivier Dussopt, lui, il disait, on verra ce qu'il en est, que la réforme des retraites génère un excédent de plus d'1 milliard et que donc il est légitime que cette part puisse financer le régime. Est-ce qu'il n'a pas raison? Alors, il n'a pas raison sur l'année 2024, puisqu'on est dans ça va être une mesure qui va entrer en puissance petit à petit. Et puis, là où je trouve que le gouvernement n'est pas tout à fait cohérent, c'est qu'il nous explique qu'avec une mesure paramétrique, les bénéfices, ou en tout cas de cette mesure, atterrissent dans le régime complémentaire. Dans ce cas-là, il fallait mieux faire une réforme globale, systémique, comme ça avait été le cas en 2019. On avait commencé à discuter de cette réforme. Donc, vous souhaitez qu'elle revienne sur la table, cette réforme systémique? Je trouve que c'est pas très cohérent. Et je reste convaincue, et mon organisation, la CFDT, reste convaincue que la meilleure des réformes, la plus équitable, serait une réforme qui remette à plat l'ensemble des régimes et qu'on puisse justement. Donc il faut une nouvelle réforme des retraites pour vous? Vous appelez une nouvelle réforme des retraites? On a toujours été clair sur le fait qu'une mesure strictement paramétrique, comme ça a été le cas en début d'année, est la plus injuste, notamment pour les personnes qui ont des petits revenus, qui sont exposés à des critères de pénibilité, qui ont commencé tôt à travailler. Voilà. Donc, mais à quelle échéance? Durant ce quinquennat? Ça, je ne sais pas. Quel est votre souhait? Je ne sais pas quel sera. Nous, on souhaite qu'il puisse y avoir effectivement qu'on continue de discuter sur cet enjeu et cette question d'un régime universel. La question de l'équité et de la justice sociale n'est absolument pas traitée avec la réforme paramétrique des 64 ans. Après, moi, j'ai beaucoup entendu des députés, notamment, m'expliquer que grâce à cette réforme, on était tranquille pour 50 ans. Voilà. Donc, je pense que c'est un sujet qui nécessitera de toute façon, je ne sais pas à quelle échéance, d'être repris. Bon, mais sur l'Agirc-Arrco, vous êtes optimiste?
J'espère que le gouvernement... Optimiste et méfiante, c'est ça, ça résume votre état d'esprit. J'espère qu'il sera en cohérence avec ce qui nous a été dit en mois de juillet. Et moi, j'attends, après avoir eu ces discours, des actes concrets et qui nous laissent bien gérer Agirc Arrco comme on a pu le faire. Et c'est toujours une ligne rouge pour vous? Et c'est une ligne rouge, oui. On va parler de la loi plein emploi, Stéphane? Oui, autre sujet de la semaine, la commission mixte paritaire entre Sénat et Assemblée est parvenue à un accord en début de semaine sur le projet de loi plein emploi. Est-ce que le texte, le compromis trouvé, vous convient-il? Alors, on est en désaccord avec un certain nombre de points qui ne sont pas nouveaux. C'est une loi sur le plein emploi qui ne dit pas complètement son nom, en fait, puisque c'est une réforme profonde du RSA et qui a une approche qui ne nous convient pas. C'est-à-dire que nous sommes, nous, tout à fait en accord avec cet objectif du plein emploi. Avec l'objectif. La façon d'y arriver ne nous semble pas la bonne. Même si... L'inscription des bénéficiaires du RSA, l'inscription automatique sur les listes de demandeurs d'emploi, par exemple, ça c'est une bonne... C'est un changement de statut extrêmement important. C'est-à-dire qu'on considère que, y compris les conjoints des bénéficiaires du RSA, sont inscrits à Pôle emploi. Demain, France Travail, si la réforme va au bout. C'est un changement de logique, c'est-à-dire qu'on considère que l'ensemble des personnes qui sont au RSA sont destinées à chercher et trouver un emploi. Or, on sait que, nous c'est ce que l'on souhaite, mais on sait qu'il y a des personnes qui ont des difficultés particulières en termes de santé, en termes de santé mentale notamment, en termes de logement, en termes de mobilité, et que les choses ne sont pas si simples que ça. Donc, une loi plein emploi, un France Travail demain qui est vraiment dédié, ouvert, tourné vers les plus éloignés de l'emploi et qui permet un accompagnement mais des allocataires du RSA inscrits à France Travail qui vont avoir des comptes à rendre en termes d'heures de travail, d'activités. 15 heures. Oui, parce que députés et sénateurs ont validé les 15 heures. Vous le regrettez, que ça a été validé? Oui, je le regrette parce que c'est supposé quand même et laisser cette petite musique s'installer que les allocataires du RSA finalement se contentent de leur situation. Or, pour les rencontrer régulièrement, ça n'est absolument pas le cas. Le texte, par exemple, évoque des sanctions sous forme de suppression, remobilisation. Ça veut dire quoi? Ça fait partie des sujets qu'on a posés, des questions qu'on a posées où on n'a pas eu franchement... Et moi-même, je ne sais pas, puisque... Et moi, la question, c'est qu'une suspension du RSA peut avoir des conséquences absolument dramatiques pour des personnes qui... Et là, on parle de personnes qui, de façon individuelle, touchent 607 € par mois. C'est-à-dire que ce ne sont pas non plus des personnes qui sont dans un contexte et un cadre de vie qui est luxuriant. Donc... on n'a pas forcément les réponses, surtout alors on nous explique que c'est pour mobiliser, mais que c'est uniquement pour maintenir le lien, etc. Nous, on a porté des éléments, notamment sur la remobilisation des demandeurs d'emploi par Pôle emploi, mais jamais il n'a été question de suspendre ces allocations. Alors, il est question dans France Travail aussi d'avoir 4 niveaux de gouvernance, national, régional, départemental, local, le tout orchestré par Pôle emploi. Est-ce que ça peut marcher, un truc pareil, en fait? Je pense que ça peut marcher si les rôles et les missions à chaque niveau sont clairs, ce qui n'est pas encore complètement le cas. Mais je pense que c'est important qu'on puisse, nous on est extrêmement attachés à ce qu'il puisse y avoir un dialogue à l'échelle nationale, à l'échelle régionale et à l'échelle locale. C'est-à-dire que lorsque l'on veut trouver des solutions extrêmement sur mesure pour des personnes qui sont en recherche d'emploi et qui ont une multitude on peut avoir une multitude de cas de figure. C'est important justement d'avoir cette échelle locale. Donc à voir après quels seront le partage des rôles et puis comment, surtout, je pense que c'est important que tout ne se décide pas à l'échelle nationale. On a commencé l'émission en parlant de la ponction sur le régime Agirc Arrco. Là, sur cette histoire de loi plein emploi, le gouvernement part du principe que si on arrive à faire baisser le taux de chômage à 5%, l'assurance chômage, il y aura beaucoup moins de chômeurs, donc l'assurance chômage va faire des économies considérables. Donc le gouvernement veut ponctionner l'assurance chômage à hauteur de 10 milliards, plus de 10 milliards, en prenant dans ses futurs excédents. Qu'est-ce que vous en pensez sur le principe et sur les chiffres?
Sur le principe, on a toujours, nous, défendu à la CFDT l'idée que l'assurance chômage, c'était une allocation de bon niveau pour pouvoir trouver un emploi, et deux, un accompagnement de qualité. Donc on a toujours été ouvert à ce que, notamment, une partie des excédents de l'UNEDIC soit fléchée vers Pôle emploi. Demain, France Travail. Pour améliorer l'accompagnement des chômeurs. Pour améliorer l'accompagnement. Donc qu'il y ait des moyens dédiés, je trouve ça important. Après, comme vous l'avez pointé, la négociation qui a démarré sur l'assurance chômage, elle se fait à partir d'une lettre de cadrage avec des perspectives économiques qui nous semblent extrêmement optimistes. Oui. Donc, les 10 milliards qui sont évoqués, je pense qu'on en sera loin. Donc, la négociation, elle va se faire surtout, nous, dans un cadre qu'on va définir entre organisations syndicales et patronales. Et vous êtes d'accord, toutes les projections nous sont faites à partir de 4,5% de chômage. On sait aujourd'hui qu'on n'y sera pas, que la conjoncture n'est pas du tout dans la même dynamique. Voilà, donc on va, dans le cadre de la négociation, déjà, nous fixer aussi un cadre budgétaire. Et puis, nous, l'idée de la négociation, c'est comment on améliore les droits des demandeurs d'emploi. C'est ça notre objectif. Un dernier mot sur l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Emmanuel Macron a annoncé hier le recrutement de 1000 éducateurs sociaux et sportifs supplémentaires pour coacher les jeunes engagés dans un parcours d'insertion. Il a annoncé ça hier. L'objectif serait d'avoir 1500 coachs d'ici 2027 qui seraient capables d'aider 100 000 jeunes par an suivant ce dispositif. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne initiative ou pas? Il faut que ce soit ça peut être une bonne initiative si l'objectif d'accompagnement, moi je suis pas très fan du terme de coaching, ça fait un peu gadget. Enfin, voilà. La question c'est l'accompagnement, et l'accompagnement vers quoi et pourquoi. Donc il suffit pas de dire que les personnes ont été accompagnées. C'est comment ça se traduit et comment on permet l'insertion dans un emploi de qualité, un emploi durable. C'est ça l'objectif. Voilà. Dans 2 semaines, les sénateurs entameront l'examen du projet de loi immigration. Parmi les mesures, il y a ce fameux article 3 sur les titres de séjour qui seraient accordés aux travailleurs étrangers dans les métiers en tension. Est-ce que vous soutenez cet article 3 tel que rédigé actuellement par le gouvernement? Alors, on manque encore d'informations. Il y a pas mal d'éléments qu'il faut clarifier. Nous, on n'est pas forcément favorable à cette question de régularisation en fonction d'une liste, parce qu'on sait que tout dépend en plus comment la liste est définie. On a peur que ça fige un peu les choses et qu'il y ait des personnes qui sont en situation de travail, qui sont dans des critères, qui respectent les critères et qui n'obtiennent pas de papier. Donc il ne faut pas se contenter des métiers en tension. De notre point de vue, il n'y a pas que la question des métiers en tension. C'est un peu une vision un peu adéquationniste de l'immigration qu'on ne partage pas. Néanmoins, il faut regarder comment, d'un point de vue pratique, ça peut fonctionner, et surtout, si c'est adopté, quelles sont les modalités de définition de ces listes. Et donc, qu'on puisse avoir une dynamique et de voir comment ça peut évoluer. Mais est-ce que vous souhaitez à tout prix que ça figure dans le texte, cet article 3 ? Parce que c'est une ligne rouge, notamment avec les sénateurs Les Républicains. Gérald Darmanin, dans le journal du dimanche, il parle de thème pas central. Ce matin, dans le Télégramme, Bruno Le Maire dit que le projet de la migration, ça doit être la fermeté, la fermeté, la fermeté. Est-ce que vous craignez que le gouvernement enlève cet article? Oui, c'est un risque et il y a des choses à faire du point de vue de l'immigration par le travail et la reconnaissance de toutes ces personnes qui sont, pour certaines, depuis des mois, voire des années sur le territoire, qui travaillent et qui vivent dans la plus grande précarité. Donc vous demandez au gouvernement de ne pas retirer cet article? Non, il faut que ça puisse être débattu et qu'on puisse reconnaître ce droit à être sur le sol français lorsqu'on travaille, d'être dans des conditions dignes de ce nom. Il est question aussi de passer par une circulaire. Est-ce que ce serait acceptable pour vous? Tout dépend de ce qui est dans la circulaire. Il y a déjà aujourd'hui beaucoup de choses qui sont déterminées par ce qu'on appelle la circulaire Valls, qui pose un certain nombre de critères qui sont interprétés et utilisés de façon assez discrétionnaire en fonction des préfectures. Je trouve que c'est pas suffisant. Il faut être plus ambitieux. Mais est-ce que vous dites clairement que tous les travailleurs étrangers en situation irrégulière doivent être régularisés?
ceux qui respectent les critères qui ont été définis par la loi et qui sont traduits dans cette circulaire. Je pense que après la question, elle est aussi d'avoir des moyens pour leur permettre d'avoir des dossiers traités plus rapidement. Je pense qu'on a un enjeu en France aujourd'hui pour toutes ces personnes qui travaillent d'être accueillies dignement et d'être rapidement fixés sur la façon dont leur dossier peut être traité, ce qui est humainement me semble la moindre des choses. Stéphane ? On reparle de la conférence sociale sur les bas salaires de la semaine dernière. Vous disiez avant de vous rendre que vous refusiez que ce soit un rendez-vous pour rien. Ça a un petit peu ressemblé à ça quand même, non ? Non, je partage. Avec le recul, vous êtes moins déçu qu'au départ ? Alors, on a toujours dit que c'était un rendez-vous utile puisqu'il permet d'ouvrir un certain nombre de sujets, qui est un peu timide. Un rendez-vous un peu timide parce qu'en termes de sortie, il n'y a pas d'éléments extrêmement concrets. Alors vous demandiez notamment la suppression des exonérations de cotisations pour les entreprises qui ne jouent pas le jeu. Mm-hmm. Ça a été évoqué, mais avec une espèce de clause de revoyure pour l'été 2024. C'est très loin quand même, non ? C'est ce que je pourrais qualifier de timide. Néanmoins, symboliquement, c'est extrêmement important. Ça va dans le sens de ce que vous Ça demandiez. va exactement dans le sens qu'on le souhaitait. Parce qu'en fait, on est, nous, les fervents défenseurs d'une négociation collective dynamique dans les entreprises, dans les branches professionnelles. Nous, on proposait que les branches qui ne jouent pas le jeu, elles ne puissent plus bénéficier de certaines exonérations de cotisations. Là, le gouvernement, il ouvre quand même franchement la porte en disant on ne va pas le faire tout de suite, et on ne va pas supprimer, mais on va diminuer certaines exos. Je pense que c'est important symboliquement, parce que ça fait des années que la CFDT demande. Une façon de mettre la pression. Et puis de dynamiser la négociation. Quand la négo fonctionne, ce qu'on a fait récemment dans le secteur de la prévention et sécurité, on a eu des avancées extrêmement concrètes sur 3 ans d'un engagement de revalorisation salariale. Il y a des branches qui ne jouent pas le jeu, comme par exemple pour la branche des agents d'accueil ou plateformes téléphoniques. C'est 182 000 salariés qui sont concernés. La négo, elle est en panne, il faut qu'il puisse y avoir une intervention de l'État dans ces cas-là. Donc ça, c'est une façon de relancer la négociation. Le Haut Conseil des rémunérations... le Haut Conseil des rémunérations, c'est bien ou c'est juste un machin en plus ? Non, c'est bien. Tout dépend ce qu'on met dedans. C'est là qu'il faut aller au-delà. Il y a encore beaucoup d'interrogations quand même. Comment ? Il y a encore beaucoup d'interrogations. Oui, mais voilà. Donc c'est... Non, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais je sais ce que la CFDT veut, déjà. Et nous, on est pour supprimer le comité des experts du SMIC, qui fait des constats. Et on avait, nous, proposé une commission bas salaire, de regarder qui sont les salariés qui ont des bas salaires, qui sont proches du SMIC, qui ont de mauvaises conditions de travail, pas de perspective d'évolution de carrière, et qu'il puisse y avoir une commission qui travaille sur l'observation de ces situations et qui fasse des propositions. Nous, on ne veut pas un comité Théodule qui fasse le constat que les choses vont mal. On veut un comité ou une commission, ce que vous voulez, qui fasse des constats et qui fasse des propositions pour faire évoluer ces situations. Alors justement, il y a la question, parmi les bas salaires, etc., les problèmes d'égalité salariale, il y a la question de l'égalité salariale femmes-hommes, ça c'est un de vos grands combats, c'est un sujet sur lequel on n'avance toujours pas ou mal. Revoir l'index qui existe, est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce qu'il ne serait pas temps en fait de trouver un moyen de faire appliquer la loi, par exemple ? L'arsenal législatif est plus que fourni sur ce qui concerne l'égalité hommes-femmes. Je pense que le problème de l'index tel qu'il a été conçu, c'est que les DRH se sont dit je vais d'abord avoir pour objectif avoir une bonne note plutôt que de regarder comment je peux faire évoluer et diminuer les écarts salariaux entre les hommes et les femmes. Là, on n'est pas dans une révision. Ce qu'a proposé le gouvernement, c'est une refonte. Donc, nous, on va regarder effectivement. En plus, il y a un enjeu de transposition d'une directive européenne sur la transparence. Je pense que l'un des premiers obstacles à cette réduction des écarts, c'est que ça reste encore extrêmement tabou et qu'il y a encore beaucoup de salariés qui n'ont pas conscience qu'il y a cet écart entre les hommes et les femmes. Le gouvernement, jusqu'à 2026 pour transposer cette directive européenne. Est-ce que vous dites qu'il faut accélérer, il faut qu'elle soit transposée dès début 2024 ? Il faut qu'elle le soit le plus vite possible. Donc on va combiner index et transposition de cette directive. Il faut que ça puisse aller le plus vite possible, c'est quand ? Le plus vite possible. Alors on a commencé, on va avoir des concertations cette semaine, notamment sur un sujet très complémentaire qui va permettre d'avancer et de réduire ces écarts sur la question du partage de la parentalité, puisqu'on sait que les femmes
quand elles n'ont pas d'enfants, l'écart de salaire avec les hommes est de l'ordre de 7%. Lorsque vous avez 3 enfants, vous atteignez 31%. Donc il y a un enjeu de partage de la parentalité. Les concertations vont démarrer cette semaine. Voilà, donc aller le plus vite possible. C'est pas du côté de la CFDT qu'il y aura les freins, bien entendu. Stéphane, vous avez une dernière question sur Sophie Binet. Oui, dans l'interview croisée que vous aviez donnée à la Tribune dimanche avec Sophie Binet, vous disiez ne pas vouloir revenir au train-train syndical d'avant, je vous cite, après l'élan du premier semestre. Ça veut dire quoi? Comment on fait pour empêcher le soufflet de retomber? Notamment quand on voit que la journée de mobilisation du 13 octobre n'a pas formidablement bien marché. Je dirais le train-train syndical, c'est pas uniquement rendez-vous avec vos baskets dans la rue en manif. Hein. Tout ce dont on a parlé jusqu'à maintenant, c'est de l'action syndicale extrêmement concrète. Il y a une grande vitalité. Non, l'unité est là. On voit ensemble. L'unité, c'est pas parce qu'on défile moins régulièrement ensemble qu'on ne se parle pas. Bien entendu qu'on continue d'avoir des échanges avec Agir Carco encore hier sur la question de la négociation assurance chômage. Donc l'action syndicale ne peut pas être résumée à ce défilé dans la rue. Ça a été extrêmement important. Je pense qu'il faut souligner que c'était une mobilisation historique. Et donc, voilà, l'action se poursuit. Et l'action au quotidien dans les entreprises, elle se poursuit, y compris par la grève, par des mobilisations. Je vais d'ailleurs cet après-midi auprès des salariés de Carrefour qui ont appris qu'ils allaient changer de statut, de leur magasin allait passer en location-gérance. Clairement, c'est une atteinte extrêmement importante à leurs droits, à la diminution de leur rémunération, parce que, voilà, on a un groupe qui découpe l'ensemble de son réseau de magasins en petits morceaux pour que ça lui coûte moins cher, et c'est purement scandaleux. Merci Marie-Lise Léon. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée ce matin. Stéphane, la une de Ouest France, c'est Emmanuel Macron, ce que le chef d'État entend dire en Israël. C'est à la une de votre journal. Merci Stéphane, à la semaine prochaine. On passe au JT au Club des Territoires.